Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, j'en suis sûre, vous concerne toutes et tous ou vous concernera toutes et tous à un moment ou un autre de votre carrière, de votre vie professionnelle, c'est les personnalités difficiles au travail. On a toutes et toutes déjà été confrontés à des collègues, à des managers, des collaborateurs compliqués à gérer, qui nous tapent sur le système, qui sont pénibles, qui nous stressent, qui nous frustrent. Et si ça ne vous est pas encore arrivé, patience. Non, plus sérieusement, je suis très contente pour vous, mais il y a de fortes chances que vous soyez confrontés à un moment donné à des personnalités difficiles au travail si vous travaillez en entreprise. Le problème, c'est qu'être confronté à une personnalité difficile au travail, ça peut avoir des conséquences importantes sur votre quotidien et sur votre bien-être. Autant travailler avec une chouette équipe, dans une bonne ambiance, ça peut rendre un travail qu'on n'aime pas forcément supportable, mais à l'inverse, un collègue ou un patron qui est vraiment pénible ou une mauvaise ambiance peut faire que même si vous avez un job avec des tâches qui vous plaisent, vous irez au travail à reculons. Et malheureusement, on ne choisit pas toujours les personnes avec lesquelles on travaille. Et il y en a qui sont particulièrement doués pour impacter négativement la motivation et l'engagement de toute une équipe. Et puis quand il y a une personne en particulier qui est difficile à gérer, ça peut être aussi énergivore. Et puis entre collègues, on en parle beaucoup, voilà, parce que ça fait aussi du bien sûr, de pouvoir en parler. Mais du coup, ça nous déconcentre aussi. Et au-delà du fait que ça peut être stressant, frustrant, pesant au bureau, ça peut aussi venir envahir votre vie bien au-delà des murs du bureau, justement. Parce qu'on se retrouve à en parler à nos amis autour d'un verre le soir, à se plaindre de notre boss ou de tel collègue, ou bien à notre conjoint ou à notre conjointe. Et puis on rumine aussi parfois, donc voilà, ça monopolise aussi nos pensées. On y pense le soir quand on rentre. Ça prend de la place. Parfois une personne qui est difficile au bureau peut finir par monopoliser vos pensées, vos conversations et parfois même hanter vos nuits, sans compter que tout ça peut avoir des conséquences à long terme sur votre bien-être, sur votre santé mentale et des conséquences sérieuses. Parce que d'être confronté quotidiennement à des comportements problématiques peut induire beaucoup de stress, de l'anxiété, une perte de confiance en vous. Dans les situations les plus graves, ça peut mener à un burn-out aussi. C'est pour ça que c'est indispensable d'apprendre à gérer ces situations, parce que le vrai problème en soi, c'est pas tant d'avoir des personnalités difficiles dans votre environnement de travail, ça c'est presque inévitable, malheureusement on ne choisit pas nos collègues de travail, et puis l'être humain est parfois complexe, donc ça arrive qu'il y ait aussi des incompatibilités, que ça ne passe pas avec certaines personnes, et donc qu'il y ait des tensions ou des conflits. Tout ça, c'est presque inévitable. Mais le souci, c'est de ne pas gérer la situation, de la laisser dégénérer ou de la laisser se transformer en un blocage où on laisse passer certains comportements, où on évite le conflit. Mais le risque, c'est de voir justement certains comportements s'installer de manière durable, devenir la norme, et puis ça génère aussi un conflit intérieur. Parce que quand je ne dis pas les choses que j'ai envie de dire, quand mes besoins ne sont pas respectés, quand je me sens pas respectée, quand voilà, je garde trop pour moi, ça peut aussi générer un conflit intérieur qui est tout aussi dommageable. Bref, c'est important d'apprendre à gérer ces situations, d'apprendre à gérer les personnalités difficiles pour améliorer votre bien-être au travail, mais aussi c'est une vraie opportunité de développement personnel et professionnel. Ne pas faire l'autruche et gérer la situation, ça va vous permettre de développer ou de renforcer vos compétences en communication, votre assertivité, votre intelligence émotionnelle. Et ce défi relationnel que vous rencontrez peut devenir une chance, entre guillemets. Je sais que c'est dur de le voir comme ça quand on est dedans, mais après coup, ça peut aussi être un moyen, on va dire, de grandir, de vous développer, de vous affirmer et de gagner confiance en vous. Avant de vous partager des clés, c'est important de différencier une personnalité difficile d'une personnalité toxique, d'une incompatibilité de caractère. Une personnalité difficile au travail, c'est quelqu'un dont les comportements perturbent le bon fonctionnement de l'équipe, le bon fonctionnement de l'entreprise, qui perturbent l'harmonie générale, la productivité.
Ce qui caractérise une personnalité difficile, c'est la répétition de ces comportements problématiques. Donc un conflit ponctuel avec un collègue ou un comportement difficile d'un collègue qui a «dérapé» entre guillemets, certes c'est désagréable et c'est pas OK, enfin il y a aucun souci avec ça, mais ça fait pas forcément de lui une ou d'elle, hein, une personnalité difficile. Une personnalité difficile, c'est quelqu'un dont le comportement peut être problématique, mais qui en général cherche pas à nuire intentionnellement. La personne, très perfectionniste qui a du mal à déléguer, c'est voilà, elle cherche pas à nuire, mais c'est simplement, voilà, elle a certains traits de personnalité qui font que. Par contre, une personnalité toxique, là, c'est pas la même chose. Là, ce sont des personnes qui ont des comportements qui sont vraiment nocifs pour l'environnement de travail, nocifs pour le bien-être des autres, des personnes qui peuvent être manipulatrices, malveillantes, harcelantes et qui ont aucune envie de se remettre en question. Attention avec ce mot, toxique, il y a peu de personnes qui sont vraiment toxiques. Il y a des comportements toxiques, des relations toxiques. Il peut y avoir une relation qui est toxique pour, ses membres, sans que ni l'un ni l'autre ne soit toxique en tant que tel, en fait. Et chacun d'entre nous peut avoir des comportements «toxiques» entre guillemets, problématiques. On peut tous, voilà, un jour, être de mauvaise humeur ou traverser, une période difficile dans notre vie personnelle, être stressé, être fatigué et du coup, être, irritable ou être pénible ou être, distant ou, parfois même, répondre de manière un peu, «agressive» entre guillemets, parfois sans le vouloir. On peut toutes et tous avoir des comportements problématiques de temps en temps, attention. Donc attention avec cette étiquette de toxique. Je vous disais, il y a les personnalités difficiles, les personnalités toxiques et aussi l'incompatibilité de caractère. Donc là, il ne s'agit pas nécessairement d'un problème de comportement, mais plutôt d'une question de différence dans la manière de travailler, dans les valeurs, dans la personnalité. Selon les personnalités de chacun, il peut y avoir plus ou moins de friction. Ça peut être aussi une question d'affinité. Une personne qui est plutôt anxieuse, plutôt perfectionniste, qui a des attentes assez élevées, si elle se retrouve à être en binôme avec quelqu'un qui est plutôt passif, qui est vite, 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 et qui privilégie le fait d'avancer plutôt que la qualité, ça peut être très compliqué, ça peut mener à des relations compliquées. Pareil, une personne, qui est très speed et qui se retrouve avec quelqu'un qui est plus introverti, plus réfléchi, il peut y avoir des tensions. Ou quelqu'un qui est très sensible versus, une forte tête qui se met facilement en opposition, qui hésite pas à critiquer. Voilà, il y a quand même cette question des personnalités de chacun. 2 personnes peuvent être tout à fait, professionnelles et compétentes, mais simplement ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, attention et c'est aussi le but de cet épisode, c'est de vous donner des clés pour faire en sorte que ça marche, parce qu'on n'a pas toujours le luxe de travailler avec des personnes avec qui ça clique forcément. Donc au début, ça peut être compliqué, mais il est tout à fait possible de trouver des moyens de travailler ensemble efficacement malgré les différences. Après, ça dépend aussi de l'environnement. Par exemple, une personne qui est très perfectionniste, qui a vraiment le sens du détail et qui du coup va relire ses mails plusieurs fois, va revoir ses tournures, ça pourrait être problématique aux yeux du manager d'une personne qui travaille dans un service client, qui doit répondre à un gros volume de mails chaque jour et qui risque d'être considérée comme lente, comme inefficace, versus un avocat ou une avocate pour qui ce sens du détail, ce perfectionnisme, cette minutie va être très importante et pourra être valorisée. Parfois, il y a des personnes qui, bon, peut-être ont une personnalité difficile, mais qui sont aussi pas forcément à la bonne place. Une personne assez anxieuse qui a peur du changement sera peut-être pas à l'aise dans une start-up où ça va vite, où il faut s'adapter, où il faut prendre des initiatives, elle aura besoin de plus de cadres peut-être. Quelques exemples de personnalités difficiles que vous avez peut-être déjà rencontrées sur votre lieu de travail. Je m'excuse d'avance si vous portez le prénom d'un de mes personnages. Il y a Marc, c'est le boss charismatique, intelligent, qui impressionne souvent les autres, qui est marrant, qui donne envie de s'investir dans l'entreprise, etc. Mais qui peut être aussi dur, cassant, parfois il va se mettre en colère, on ne sait pas trop pourquoi. Il peut souffler le chaud et le froid. Certains jours, il vous soutient à fond, il vous félicite, et d'autres, il va vous critiquer devant tout le monde. Donc tout le monde est un petit peu tendu, guette son approbation. Et puis il y a Thomas, c'est le collaborateur autoritaire, celui qui veut diriger, qui veut imposer son point de vue, qui parfois réagit au quart de tour, qui s'énerve vite. Il y a aussi Marine, elle c'est la manager sympa, qui se met pas en colère,
mais qui peut vous lâcher une remarque dévalorisante devant tout le monde et qui fait que du coup, un petit peu comme avec Marc, on reste sur le qui-vive, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle. On n'est pas tout à fait naturel. Il y a aussi Antoine, lui c'est le manager pressé, impatient, qui est dans l'urgence. Il supporte pas la lenteur des autres. C'est le genre à faire de la course à pied et des marathons le dimanche. On peut avoir peur de lui dire non ou de lui demander un délai parce que lui il travaille beaucoup et il travaille vite, du coup on se sent un petit peu coupable. Et puis il y a Amandine, elle c'est la reine du passif-agressif. Elle soupire en permanence, elle boude, elle va rien dire pendant qu'une décision est prise ensemble en réunion, mais c'est pour mieux les contester ensuite. Ensuite, on a Béatrice, qui s'inquiète pour tout, qui est souvent stressée et aussi souvent stressante, qui est tendue, qui est toujours en train de penser à ce qui pourrait mal tourner, qui a peur du changement, parfois aussi qui est un peu susceptible, donc il faut la prendre avec des pincettes parce que sinon elle risque de mal interpréter. Et puis il y a Jean-Claude, qui a une grosse estime de lui, un peu narcissique, un peu égocentrique, qui peut être de mauvaise foi, qui peut manipuler pour arriver à ses fins, qui n'hésite pas à s'attribuer les idées des autres aussi. Et puis il y a Céline, qui est assez perfectionniste, assez exigeante, qui fait attention aux détails, au détriment parfois du résultat, qui a tendance à revérifier, qui a du mal à déléguer, qui vous insupporte quand elle vous micromanage. Et j'allais l'oublier, mais alors celle-là, je pense qu'elle est dans tous les bureaux de toutes les entreprises. C'est Amandine, qui parle dans le dos des autres, qui est une vraie commère, un peu drama queen, assez négative, qui a tendance à beaucoup se plaindre. Ses collègues ou les patrons, c'est tous des imbéciles. Ils font pas assez, ils font pas assez bien, et les clients, ils sont comme ci ou comme ça, ou ils sont méchants. Bref, elle est toujours en train de se plaindre, ou en train de faire la victime, ou en train de parler dans le dos des autres. Puis je pourrais en citer plein d'autres, ceux qui vous déconcentrent, qui viennent vous parler alors que vous avez plein de travail, les monsieur, madame, je sais tout, ceux qui sont un petit peu parano, celles ou ceux qui se placent en victime. Bref, il y en a pour tous les goûts. En tout cas, vous avez peut-être reconnu dans ces personnages des vraies personnes de votre vie à vous. Donc si c'est le cas, que faire? Comment gérer ces personnalités difficiles? Alors, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est perdre votre calme. C'est réagir trop à chaud, trop sur le coup de l'émotion, parce que ça risque d'aggraver la situation et potentiellement de vous faire perdre en crédibilité. Mais, deuxième point, deuxième chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas non plus rester passif ou passive et ignorer le problème en espérant que ça disparaîtra. En général, les comportements difficiles ont tendance à s'aggraver s'ils ne sont pas adressés. Et le risque, c'est que quand vous décidez à enfin faire quelque chose, c'est un peu tard ou les dommages causés sont déjà très importants. Donc faites attention à ne pas rester passif ou passive pour éviter les confrontations, parce que ça peut permettre ce comportement-là de perdurer et voire de s'intensifier. Troisième chose à éviter, c'est d'entrer dans des jeux de pouvoir. Ça risque de créer un environnement de travail vraiment toxique pour tout le monde. Donc là, ce qu'on veut, c'est améliorer la situation en adulte avec bienveillance et chercher des solutions constructives. Quatrième chose à éviter, c'est de prendre les choses trop personnellement. Bien souvent, le comportement difficile de cette personne n'a rien à voir avec vous spécifiquement, mais plus avec, on l'a dit, la personnalité de la personne, ses propres problèmes, ses attentes, ses insécurités, etc. Cinquième chose à ne pas faire, c'est d'adopter vous aussi des comportements problématiques. Ça paraît logique, mais on peut facilement glisser soi-même dans des comportements qui sont problématiques. Voilà, soi-même, on est un peu passif-agressif, ou on va parler dans le dos de la personne avec les autres collègues, ou voilà, critiquer publiquement, voire être soi-même agressif ou agressive. Donc voilà, évitez d'adopter vous-même des comportements qui peuvent être problématiques. Maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait pas faire, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est d'essayer d'identifier ces comportements, de les reconnaître et de les comprendre. Et là, je vous invite à vraiment faire attention aux étiquettes. Voilà, mon boss, c'est un pervers narcissique, un tel, elle est jamais fiable, ou c'est une dictatrice ou je ne sais quoi. Voilà, on peut avoir tendance à tomber dans ce type de jugement
Mais le but ici, c'est pas de faire de la psychologie de comptoir déjà, et encore moins de poser des étiquettes sur les gens. Même si c'est tentant, ça risque de vous enfermer dans votre propre lecture de l'autre et vous faire perdre votre capacité à évaluer la situation de manière objective. Parce qu'une fois que vous avez collé une étiquette à quelqu'un, c'est difficile de voir au-delà. Même si on pense être objectif et être bienveillant, etc., une fois qu'on a collé une étiquette, c'est compliqué d'en sortir. Et puis surtout, ça peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Vous avez peut-être déjà entendu ou vous connaissez l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, il a été mis en évidence dans le domaine de l'éducation par Rosenthal et Jacobson, qui ont remarqué que si on a des attentes positives envers quelqu'un, et là en l'occurrence dans leur cas à eux, envers un élève ou une élève, on a tendance, en tout cas les professeurs, avaient tendance à encourager les élèves davantage, à leur donner plus d'opportunités et à interpréter leurs actions de manière plus favorable. Et inversement, quand les professeurs avaient des attentes négatives envers certains élèves ou une image négative de certains élèves, une étiquette collée sur leur tête, ils avaient tendance à moins les soutenir, à moins les encourager et à interpréter leurs actions de manière plus négative. Cet effet Pygmalion, il s'applique aussi au travail. Dans un contexte professionnel, si un manager met une étiquette difficile, entre guillemets, sur un employé, il risque inconsciemment de traiter cet employé différemment, ce qui va peut-être renforcer aussi ce comportement difficile. Et à l'inverse, avoir des attentes positives, ça peut encourager de meilleures performances. Et puis il y a aussi une autoréalisation. Les personnes ont tendance à se conformer aux attentes qu'on a d'elles, que ce soit consciemment ou non. Il y a des gens qui utilisent ça pour manipuler d'autres personnes. J'ai vu sur des comptes de coach en amour ou je ne sais quoi, un peu douteux, des personnes qui disaient bah voilà, si tu veux que ton mari fasse plus la cuisine, au lieu de lui dire tu ne fais jamais la cuisine, il vaut mieux lui dire tu es un super cuisinier. Bon, moi je ne vous encourage pas à verser dans la manipulation, même s'il y en a qui vont dire que c'est pas de la manipulation. Mais c'est important d'avoir conscience de ces mécanismes psychologiques et d'éviter vraiment les étiquettes, d'éviter les jugements hâtifs aussi sur les autres et de se concentrer sur les comportements concrets parce que c'est aussi ce qui vous permettra de trouver des solutions concrètes. Alors justement, ce que je vous invitais à faire, c'était déjà identifier ces comportements. Quels sont les comportements qui sont problématiques selon vous? Donc là, je vous invite, quand vous réfléchissez au comportement de l'autre, à identifier des exemples très concrets, très factuels, que vous pouvez décrire objectivement, sans y inclure vos interprétations, ce que vous ressentez, etc. À ce stade, on veut vraiment les faits. Alors c'est pas toujours évident, parce qu'on passe très vite d'un fait à une opinion ou à ce qu'on a ressenti quand la personne a fait ça. C'est vraiment important de rester factuel. Donc quel comportement est ou sont problématiques pour vous? Quelle est la fréquence aussi de ce comportement? Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est ponctuel? Et puis ensuite, réfléchissez à quel impact a ce comportement. En quoi est-ce qu'il affecte le travail ou l'ambiance de l'équipe? Est-ce qu'il y a des conséquences mesurables? Des retards, des erreurs, des conflits, des choses comme ça? Comment aussi ce comportement vous affecte personnellement? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous blesse? Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que ça vous frustre? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont affectées ou est-ce que c'est seulement vous? Alors attention ici, le but c'est pas de diminuer, c'est pas d'invalider vos ressentis et de vous dire que vous êtes trop sensible, que vous êtes faible ou etc. Vous avez tout à fait le droit de ressentir ce que vous ressentez, d'avoir votre propre sensibilité, vos propres réactions. Mais l'idée ici c'est d'en avoir conscience. Donc c'est pour ça que c'est important de différencier le comportement factuel de la personne de vos ressentis et que ça peut être intéressant aussi de voir si ça affecte d'autres personnes et comment. Parce que ça peut aussi vous faire différencier, est-ce que c'est une incompatibilité de caractère ou est-ce que c'est vraiment une personnalité difficile, voire est-ce que c'est une personne toxique. Et sachez que si une interaction vous donne la boule au ventre, vous épuise systématiquement, vous fait perdre vos moyens, etc., c'est probablement que cette interaction, pas forcément cette personne, mais cette interaction, cette relation, est toxique pour vous. Quelle qu'en soit la raison, et même si les autres le vivent pas pareil, pour vous, ça l'est. Et donc, il faut agir et il faut vous préserver, vous protéger. Maintenant que vous avez identifié tout ça, je vous invite à essayer de comprendre pourquoi la personne se comporte comme ça.
Alors je sais que c'est pas toujours simple d'adopter une posture d'ouverture quand on est frustré ou en colère, etc. Mais ça permet de soi-même sortir du jugement, de la réaction que vous avez pour avoir une approche plus bienveillante. Attention, bienveillance, ça ne veut pas dire admettre, tolérer, accepter des comportements qui sont inadmissibles. Pas du tout. Mais c'est votre approche qui peut être plus bienveillante. Là aussi, attention à ne pas faire de la psychologie de comptoir à coup de oh là là, le pauvre, la pauvre, elle doit avoir de gros problèmes pour se comporter comme ça doit sans doute venir de son enfance. Non, on ne veut pas faire ça ici, mais c'est plutôt de comprendre que parfois, il y a des raisons pour lesquelles les gens se comportent comme ils se comportent. Comprendre ne veut pas dire accepter et tolérer. Si vous avez des clés de compréhension sur le comportement de l'autre, sur ses motivations, etc., ce sera plus simple de trouver des solutions et ce sera plus simple de communiquer avec lui ou avec elle. Essayez de comprendre ce qui se passe pour la personne, notamment en posant des questions ouvertes, si possible. Vous pouvez dire par exemple, j'ai remarqué que tu fais telle ou telle chose, donc essayez de mentionner le comportement spécifique. Attention là, encore une fois, à rester sur du factuel. Et puis vous pouvez demander, en toute bienveillance bien sûr, pourquoi la personne a eu cette réaction, pourquoi elle a dit telle chose, est-ce qu'elle est préoccupée, qu'est-ce qu'elle pense de telle ou telle idée, comment elle a vécu telle ou telle chose. Alors attention, le but ici, on n'est pas dans un cabinet psy, vous êtes au travail, donc vous êtes là pour travailler, mais on est quand même humain, et donc c'est important d'être à l'écoute, de pratiquer l'écoute active quand la personne vous partage quelque chose. Alors ça va pas être toujours évident avec des personnes qui sont plus dans le passif-agressif, puisque justement, la communication directe, pour elles, c'est compliqué, mais il n'y a rien de mieux que la communication. Donc si tel collègue vous a pas dit bonjour ce matin, au lieu de juste être irrité et vous dire que cette collègue est mal polie, je vous invite à lui demander. C'est pas toujours possible et parfois ça fait peur aussi d'être soi-même direct dans sa communication, mais il n'y a rien de mieux pour éviter les interprétations, les jugements hâtifs, il n'y a rien de mieux que de demander tout simplement pourquoi. Et puis ça peut permettre à la personne de prendre conscience de son comportement. Il y a parfois des gens qui font des choses sans intention de vous heurter et qui se rendent pas compte qu'elles vous ont heurté, et donc le fait d'en parler, ça aide à prendre conscience de ça. J'ai une cliente qui avait un collaborateur qui, en réunion, avait tendance à beaucoup interrompre les autres, à leur couper la parole, à critiquer leurs idées. Et en lui faisant remarquer de manière bienveillante, parce que le but c'est pas de l'accuser, en lui disant qu'il coupe tout le temps la parole aux autres et qu'il n'est pas respectueux, parce que là c'est sûr que ça ne va pas mener à un dénouement favorable. Mais en lui faisant remarquer, il a pris conscience de ses actions et en lui demandant, elle, pourquoi en fait il se comportait comme ça, il lui a exprimé que déjà il s'en rendait pas forcément compte et que pour lui, il était passionné par le projet, il avait plein d'idées à partager. Donc ça veut dire qu'il faisait pas à mal en fait, même si c'était très très chiant pour tout le monde. Donc le fait de prendre conscience de ça, ça a permis de trouver des solutions pour ne pas le démotiver non plus, tout en faisant en sorte que ça se passe mieux en réunion avec tout le monde. Ensuite, ce que je vous invite à faire, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je voudrais insister sur ce point, c'est de reconnaître vos réactions, vos émotions à vous. C'est-à-dire vous observez vous. Quand vous êtes face à cette personne, face à ce comportement, comment vous réagissez? Est-ce que vous avez tendance à être passif ou passive, à être en mode sauveur, à blâmer, à vous soumettre, à essayer d'être contrôlant ou contrôlante, à donner des leçons? Voilà, comment vous réagissez? Comment vous comportez? Et quelles sont vos réactions? Quelles sont les émotions que vous ressentez? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que vous vous sentez blessé, et cetera? Ça, c'est hyper important pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va vous permettre d'identifier vos déclencheurs. Il y a parfois des comportements qui sont irritants pour tout le monde, mais il y a aussi parfois des choses qui nous font réagir plus que les autres. Donc ça peut être intéressant d'identifier ce que c'est. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui arrivent hyper en retard et qui s'en foutent complètement. Ou avec les personnes qui rendent des documents importants avec plein de fautes. Ça, vraiment, ça a tendance à courir sur le haricot, on va dire. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça pose pas de problème et qui, par contre, vont hyper mal le prendre si on leur coupe la parole ou si on leur dit pas bonjour. Alors que moi, personnellement, ça me génère pas forcément d'émotions particulières. Donc c'est toujours intéressant de savoir ce qui, chez vous, déclenche certaines réactions. Et puis, deuxième chose, ça va vous permettre de prendre du recul. Vous pourrez plus facilement faire la part des choses entre vos émotions et les faits,
et donc faire preuve de plus d'objectivité ensuite, ce qui va être important quand vous allez communiquer. Et puis troisième chose, ça permet de reprendre ses responsabilités. Je vous donne un exemple. J'avais une cliente qui, en faisant le travail de coaching avec moi, s'est rendue compte que ses relations compliquées avec un de ses collègues, oui, lui était direct, mais qu'il était déjà, un, pas forcément malveillant, et deux, elle était assez insécure. Comme elle manquait de confiance en elle, qu'elle manquait d'estime d'elle, certaines choses qu'il lui disait, qui n'étaient pas forcément des critiques, elle avait tendance à les percevoir comme des critiques et à les vivre très mal et à ruminer parce que ce que cette personne lui disait passait par le filtre, entre guillemets, de ses propres insécurités, de son propre manque d'estime d'elle. Donc au lieu d'essayer de contrôler la manière dont son collègue s'exprimait, son style de communication, et au lieu de se dire qu'il n'est pas sympa et qu'il est méchant, etc., elle a pu plutôt travailler son estime d'elle, sa confiance en elle, et l'interprétation qu'elle faisait du discours de son collègue. Alors attention, là, dans ce cas-là, ce collègue-là n'était pas malveillant et était en fait juste plus direct qu'elle dans sa communication. Mais il y a des fois où voilà, il y a des personnes qui poussent les limites. Et bien sûr, on peut travailler sa perception des choses, sa confiance en soi, mais ça peut être aussi important de justement poser des limites. Autre exemple, j'avais une cliente cette année qui bossait seule sur une mission, mais qui, pour avancer sur certaines parties, avait besoin de certaines données. Et pour ça, elle devait attendre sur quelqu'un qui devait lui fournir ces fameuses données. Et le truc, c'est que cette personne ne lui fournissait pas les données assez rapidement, n'avançait pas assez rapidement selon elle. Et donc, elle était très frustrée, assez énervée contre cette personne qu'elle ne trouvait pas assez investie, pas assez rigoureux. Et en fait, en creusant, en prenant un petit peu de recul, on s'est rendu compte qu'elle, elle avait une certaine vision du travail, une certaine manière de faire son travail, qu'elle était assez rapide, assez rigoureuse, assez exigeante. Sauf que la personne en face, elle avait d'autres choses à faire, d'autres priorités, et que surtout, elle n'avait pas conscience de l'importance que ces données avaient pour elle à ce moment-là. Donc en prenant conscience de ça, elle a pu reprendre sa responsabilité à elle, qui était de lui exprimer en fait ses attentes, parce que lui, il peut pas deviner. Elle a certaines exigences, une certaine manière de travailler, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, si elle veut qu'il fasse des choses, il faut lui demander. C'est tout simple en fait. Elle lui a demandé simplement, elle lui a expliqué à quel point c'était important, à quel point elle en avait besoin. Elle lui a demandé de lui fournir plus rapidement. Et une fois qu'il avait compris que oui, c'était important pour elle parce que ça avait un impact sur son travail, et il a fait ce qu'elle lui a demandé. Donc c'est important de reconnaître nos fonctionnements, d'admettre aussi que tout le monde ne fonctionne pas pareil, de ne pas faire de jugement de valeur et de reprendre, quand il le faut, notre part de responsabilité dans la relation. Donc c'est-à-dire demander les choses, exprimer les choses, communiquer, poser des limites, etc. Et donc justement, c'était là où je voulais en venir ensuite, c'est que le fait d'avoir conscience de ce qui se passe en nous, ça permet ensuite de l'exprimer. Ça permet d'expliquer à l'autre l'impact de ses comportements et pourquoi, du coup, on lui demande du changement. Ça ne veut pas dire qu'il va comprendre et ça ne veut pas dire qu'il va changer, mais c'est hyper important pour la communication. Et puis, ça permet aussi de savoir ce qui est OK pour vous ou pas et de poser des limites saines par rapport à ça pour vous respecter. Et la transition parfaite, parce que c'est la clé suivante, c'est de poser des limites et de le faire rapidement. Donc, des limites, c'est ce qui est pas OK, enfin ce qui est OK ou ce qui est pas OK avec vous. C'est un cadre que vous allez faire respecter. Et ça, c'est important. Il y a poser des limites, mais il y a aussi les faire respecter. Une limite n'est pas une limite si ensuite, quand la personne la dépasse, vous ne faites pas suivre d'action. Je vais vous donner quelques exemples en lien avec vos ressentis. Juste avant, je vous proposais d'identifier vos ressentis. Comment ça peut se traduire ensuite en une limite, comment ça peut vous permettre d'identifier et de poser une limite. Imaginons que vous ressentez de la frustration quand un collègue critique vos idées en réunion. Le fait de reconnaître cette frustration peut vous aider à poser comme limite, ok, je suis ouverte aux critiques constructives, mais j'aimerais qu'elles soient formulées de manière respectueuse et en privé. Ou bien, si vous identifiez un sentiment d'épuisement, si vous remarquez que vous êtes épuisé après chaque interaction avec un collègue qui monopolise votre temps, vous pourriez du coup établir une limite temporelle. Ok, je peux discuter pendant 15 minutes, mais ensuite je dois retourner à mes tâches.
Voilà, le but, c'est d'être clair. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas essayer de vous pousser, mais il faut aussi réaffirmer votre limite. Pareil, si vous ressentez de l'anxiété, si quand votre manager vous fait une demande de dernière minute et que ça vous génère de l'anxiété, vous pourrez établir une limite en ce sens. En fait, le but ici, c'est d'identifier vos émotions, vos sentiments, pour identifier votre besoin qu'il y a derrière, le besoin sous-jacent, et du coup établir une limite qui soit appropriée et professionnelle, bien sûr. Pour ce manager, vous pourriez lui dire: «J'ai besoin d'au moins 24 heures de préavis pour les nouvelles tâches importantes, pour pouvoir les intégrer efficacement dans mon planning». Autre exemple, si vous avez un sentiment de dévalorisation, quand un collègue vous fait des commentaires, vous pourriez établir une limite sur la communication, du type: «Je suis ouvert au retour, mais j'ai besoin qu'il soit formulé de manière constructive et axé sur le travail, pas sur ma personne». Si vous reconnaissez un sentiment d'inconfort, de malaise quand, une collègue ou un collègue vous partage des informations perso, que vous n'avez pas envie, vous avez envie d'une frontière, pro-perso bien claire, vous pourriez, établir une limite du type: «Je préfère garder nos discussions centrées sur le travail pendant les heures de bureau», tout simplement. Les limites sont là pour préserver votre bien-être mental, émotionnel, votre bien-être au travail. Donc ne laissez pas traîner. Ne laissez pas s'installer des comportements, problématiques par gentillesse, par peur du conflit, parce que le risque, c'est, comme je vous l'ai dit, un conflit interne ou bien pendant des mois, voire des années, la personne va aller trop loin, vous allez jamais rien lui dire et un jour, c'est le trop plein. Vous avez évité le conflit jusque-là, mais du coup, le jour où ça sort, bah, elle va rien comprendre et ça va pas du tout être constructif. Donc essayez au maximum, dès que vous repérez des agissements que vous jugez inappropriés, mettez des limites claires et tenez-les. C'est aussi un bon moyen de ne pas trop, en tout cas, j'allais dire de pas ruminer, de pas trop ruminer parce que vous êtes dans l'action. Sur la question des limites, j'ai fait un épisode entier, c'est l'épisode 70, qui s'appelle 7 clés pour poser ses limites et les faire respecter. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que je vous donne vraiment un process étape par étape pour réussir à poser vos limites dans le pro comme dans le perso. Clé suivante, c'est de trouver des solutions et des stratégies adaptées. Parce que parfois, c'est pas forcément de poser des limites dont vous avez besoin, c'est de trouver des solutions avec la personne. Malheureusement, il n'y a pas de solution standard que vous pourriez appliquer à tout le monde. Ça va dépendre du type de personnalité que vous avez en face de vous. Je vais essayer du coup de vous donner des tips par rapport à chaque personnalité difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les commères? Alors, pour ces personnes-là, ne rentrez pas dans leur jeu, ne participez pas au gossip et évitez de trop partager sur vous. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement de cette personne et le fait qu'elle critique ou non, mais vous pouvez contrôler le vôtre. Avec les personnes qui se plaignent beaucoup, essayez vraiment de ne pas rentrer dans la posture du sauveur et de ne pas répondre à la plainte. Je sais que c'est dur parce qu'on a envie d'aider, on a envie de soutenir ses collègues, on a envie de soutenir les autres, mais ce n'est pas toujours lui rendre service. Donc au lieu d'apporter des solutions, essayez de la faire réfléchir à ce qu'elle peut faire, à ce qu'elle a tenté, où est-ce qu'elle peut trouver du soutien, hors vous, du coup. Si vous êtes manager et que vous êtes face à un employé hyper stressé, ça peut être bien de baliser au maximum sa journée, de lui donner des missions au fur et à mesure pour qu'il ou elle se sente pas submergé. Et puis surtout de rassurer ce type de personnalité. Je sais que c'est pas facile parce que les personnes très anxieuses ou très stressées peuvent être parfois ça peut être un peu pénible et parfois on a envie de faire l'inverse de ce qu'ils ou elles veulent et on se dit que si on les rassure, bah, juste elles vont juste être encore plus anxieuses et que ça va servir à rien. Mais si vous voulez essayer de maintenir une relation avec ces personnes, essayez au maximum d'être rassurant. Alors ça peut être dans des comportements, c'est-à-dire montrer que vous êtes fiable, arriver à l'heure, rendre les trucs dans les délais et puis si vous le pouvez, aider ce type de personnes-là à relativiser aussi par rapport à son stress. Maintenant, si vous êtes face à une personnalité passive-agressive, attention à bien sûr pas vous engager dans des représailles, à vous-même avoir des comportements passifs-agressifs. Essayez au maximum d'être aimable. Je sais que c'est pas facile, mais c'est des personnes qui vont être très sensibles à comment vous leur parlez. Donc adopter un ton courtois, empathique,
Ça va vraiment vous aider à éviter de déclencher leur hostilité. Et puis essayer, si possible, de leur demander leur avis, de les impliquer dans les décisions pour augmenter un petit peu leur motivation. Essayez aussi de les encourager à communiquer plus directement, à exprimer leur désaccord de manière plus ouverte et pas de manière détournée. Ok, j'ai l'impression que quelque chose vous dérange ou te dérange, si vous les tutoyez. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, il y a fort à parier que la personne va faire de la résistance, mais c'est important d'essayer au maximum de faire parler cette personne et de lui offrir aussi un espace où elle se sente entendue, où elle se sente prise en considération. Ce qui va leur permettre de se sentir un petit peu plus sécurisées, justement, pour exprimer ce qu'elles ressentent vraiment. Essayez aussi, quand vous pointez du doigt des comportements, de le faire vraiment de manière factuelle. Par exemple, quand tu rends les rapports en retard, ça retarde tout le projet. Et donc, ça me met dans une position difficile, ou ça met l'équipe dans une position difficile. Voilà, restez vraiment factuel et exprimez aussi les conséquences que ces comportements peuvent avoir. Dans tous les cas, ne mettez pas les pendules à l'heure devant tout le monde, mais ça c'est valable pour tout de toute façon, mais essayez de toujours être respectueux ou respectueuse dans la manière dont vous exprimez les choses. Et je dis ça, ça paraît hyper logique, mais parfois quand on est vraiment au bout, qu'on n'en peut plus, qu'on n'a qu'une envie, c'est secouer la personne, ça peut sortir de manière pas toujours respectueuse. Voilà. Et on est humain, hein, ça arrive à tout le monde bien sûr, mais c'est important d'avoir quand même d'avoir ça en tête. La clé suivante, le conseil que j'aurais pour vous, c'est de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé. Faire face à une personnalité difficile au travail, ça peut être épuisant, ça peut être stressant, ça peut vous mener à bout, voire, comme on l'a dit, affecter votre santé mentale. Donc c'est hyper important de ne pas affronter cette situation seul. N'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit à des collègues de confiance, à votre supérieur hiérarchique, ou si le problème c'est justement lui ou elle, au service des ressources humaines, à la médecine du travail. Voilà. Alors je sais que c'est pas toujours évident avec un manager parce que déjà on peut avoir peur de lui dire ce qui ne va pas, on peut avoir peur de se mettre en difficulté, et puis parfois même le fait de taper plus haut, ça n'a pas toujours d'impact. Il y a plein d'entreprises qui s'en fichent d'avoir des managers qui ont des comportements problématiques parce que tant que ça tourne, c'est pas grave. Ils préfèrent virer 5 personnes plutôt que changer un manager ou un responsable. Bon, ça c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle, mais essayez quand même de demander de l'aide. C'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est le signe que vous avez envie d'évoluer, que vous vous respectez, que vous prenez soin de vous et surtout, c'est aussi un signe de professionnalisme. Donc n'hésitez pas à en parler. Parfois, en parler, ça peut aussi vous permettre de prendre du recul, de voir la situation sous un nouvel angle, parfois de vous rendre compte que vous n'êtes pas là ou le seul à traverser ça. Et donc peut-être que justement, en étant plusieurs collègues, ce sera plus facile de faire bouger les choses. Parfois, tout ce qui manque, c'est une formation en management à un manager ou un coaching à un collaborateur pour le faire évoluer. Et justement, n'oubliez pas les ressources externes comme un ou une coach professionnelle, un psychologue, psychologue du travail. Voilà, toutes ces personnes peuvent vous aider à développer des stratégies efficaces et adaptées à votre situation. Maintenant, que faire si tout ça, ça ne marche pas? Parce que ça arrive, il y a des situations où c'est juste plus possible. Il y a soit des personnes qui en face de vous veulent pas changer, qui minimisent ce que vous dites, qui n'écoutent pas, qui vous manipulent, voire qui sont vraiment dangereuses, vraiment toxiques. Et bah là, vous aurez beau essayer de comprendre, de communiquer, de poser vos limites, d'être empathique, de trouver des arrangements, ça ne servira à rien. Alors, c'est rare quand même les personnes comme ça, mais ça arrive. Dans ce cas, si tous les recours que vous avez mis en place, toutes les stratégies que vous avez mis en place échouent, il faudra partir. En fait, là, pour vous préserver et sauver votre peau, il vaut mieux partir. Et en fait, en m'entendant vous dire ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas même si tous ces recours échouent. En fait, si à un moment donné, ce n'est plus possible pour vous, même si vous n'avez pas épuisé tous les recours, vous avez le droit de partir. Vous n'êtes pas obligé d'être en dépression ou en burn-out ou d'avoir tout essayé et d'avoir souffert pendant des mois et des mois pour être légitime et vous dire ça y est, c'est bon, je peux partir, je ne suis pas une personne faible. Non, vous avez tout à fait le droit de vous préserver, de préserver votre bien-être mental, psychologique. C'est OK de fuir, en fait. C'est aussi une stratégie
pour se préserver. Et je sais que c'est pas toujours évident parce que justement, on peut parfois se dire qu'on n'a pas tout essayé ou que c'est nous le problème ou qu'on est trop sensible. Et puis on peut avoir peur aussi de la suite parce que c'est pas rien de quitter son travail. Mais d'expérience, toutes mes clientes qui ont traversé ça et qui ont pensé tout ça et qui ont eu toutes ces peurs et ces doutes, quand elles ont osé partir, ce qu'elles ont ressenti, c'était surtout du soulagement, de la fierté. Et je pourrais pas en mentionner une seule qui a regretté de s'être préservée et de s'être protégée. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, mais il y a quelque chose d'important que je voudrais vous partager pour terminer, c'est de respecter la difficulté à changer des autres. Changer, ça prend du temps. Mais parfois, surtout quand on a beaucoup attendu avant de dire les choses et que quand on les dit, on est déjà à bout, on a envie que la personne, elle change d'un coup. Or, ça prend du temps. Donc je vous invite à être patient, patiente, à accepter les petits progrès que la personne fait, les petits changements, même si c'est pas parfait, c'est déjà ça et c'est encourageant. Et ça marche pareil pour soi. Si vous êtes en train d'essayer de changer des choses dans votre vie, d'instaurer de nouvelles habitudes, d'essayer de gagner confiance en vous, peu importe, ça prend du temps. Donc soyez patient ou patiente envers vous-même et concentrez-vous sur les petits progrès, sur les petits pas, même si c'est pas parfait tout de suite. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé avec moi sur ces thématiques, je vous mets le lien de la liste d'attente dans la description de cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça permet à d'autres personnes de le découvrir et c'est super encourageant pour moi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Ciao!